Il n'y a pas d'attente en Europe de l'Est, les pays proches de Poutine sont obligés de décider s'ils doivent s'équiper ou risquer d'être la prochaine cible alors que la Russie traverse l'Ukraine et que l'OTAN semble s'affaiblir. Pourquoi maintenant, alors qu'un énorme renforcement militaire est déjà en cours? Qui en est responsable et quel pays la Russie cible-t-elle déjà? Analysons cela. Commençons par nous demander pourquoi. La chaîne publique allemande ZDF, Nachrichten, ou ZDF, a expliqué que l'Europe s'inquiétait des États-Unis dans une vidéo YouTube publiée le 8 mars, et pour de bonnes raisons. Les certitudes d'hier sont en train d'être remises en question par Trump et Poutine. La source déclare que l'avenir de l'OTAN est menacé. Ce n'est pas faux non plus. En ce qui concerne la politique américaine, les derniers mois ont été quelque peu mouvementés, notamment en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Le président américain Donald Trump s'est vanté avant son entrée en fonction qu'il mettrait fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine en une seule journée. Cela fait maintenant près de 2 mois, et cette affirmation n'a manifestement pas été tenue. Mais cela ne signifie pas que le président des États-Unis n'a pas été occupé. Trump a fait un geste historique. Le 12 février, il a décroché le téléphone et a appelé Vladimir Poutine, renversant près de 3 ans de politique américaine. La réalisation diplomatique la plus importante de la Russie depuis que Poutine a commencé sa prétendue campagne militaire secrète en février 2022 a été ce contact direct de 90 minutes. Trump et Poutine ont discuté du lancement officiel de pourparlers visant à mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, n'a reçu un appel qu'après la conversation de Trump avec Poutine. Selon The Guardian, cela a préparé le terrain pour la stratégie de Trump concernant le conflit en Ukraine, établir les paramètres de la discussion avec Zelensky après avoir parlé avec Poutine. L'appel semblait signaler un changement dans la politique américaine envers l'Ukraine et le reste de l'Europe. Immédiatement après l'événement, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a nié que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. 2 jours plus tard, le vice-président J.D. Vance a violemment attaqué l'Europe, l'accusant de s'écarter de ses principes fondamentaux, tout en ignorant l'Ukraine lors de son discours à la conférence de Munich sur la sécurité. La réunion a ensuite eu lieu. Les délégués des camps de Trump et Poutine se sont réunis en Arabie Saoudite le 18 février pour entamer les négociations sur un accord de paix. L'absence des diplomates européens et ukrainiens a semblé être un message fort adressé au continent européen. La Russie et les États-Unis traiteront de cette question sans vous. Après la réunion, Trump a semblé s'engager dans la voie de la guerre contre Zelensky. Il a informé le dirigeant ukrainien qu'au cours des 3 dernières années, il avait eu de nombreuses occasions de parvenir à un accord avec Poutine. En outre, Trump a qualifié Zelensky de dictateur et l'a accusé d'avoir réprimé les élections en maintenant la loi martiale en Ukraine. Le 24 février, les États-Unis ont voté contre une résolution des Nations Unies dénonçant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, renforçant ainsi la position ostensiblement pro-russe de l'Amérique. Les États-Unis ont voté contre une résolution soutenant l'Ukraine pour la première fois depuis l'invasion de Poutine. Zelensky et Trump se sont rencontrés pour la première fois à la Maison-Blanche 4 jours plus tard. La discussion a été tendue, le président ukrainien ayant riposté aux fréquentes attaques de Trump et de Vance à son encontre. Dans la foulée, l'administration Trump a empêché ses alliés européens d'échanger des renseignements avec l'Ukraine et a suspendu l'aide militaire américaine. Le reste de l'Europe a-t-il des raisons de s'inquiéter? La politique américaine envers la Russie a semblé changer radicalement en un mois seulement. Les États-Unis, autrefois le pire adversaire de la Russie, semblaient soudainement travailler avec Poutine pour imposer une sorte de paix qui nuirait à l'Ukraine et profiterait à la Russie. Depuis lors, il y a eu un autre revirement. Des représentants des camps de Zelensky et de Trump se sont réunis en Arabie Saoudite le 12 mars. Ils se sont mis d'accord sur une trêve de 30 jours pendant laquelle toutes les activités aériennes, maritimes et terrestres de toutes les parties au conflit en Ukraine seraient suspendues. Signe de leur soutien à l'Ukraine, les États-Unis ont repris leur aide militaire et le partage de renseignements. Comme nous l'avons dit, de nombreux pays d'Europe centrale et orientale en ont assez de ces montagnes russes. Les États-Unis ne donnent pas à l'Europe le type de leadership militaire stable et équilibré auquel elle est habituée en raison de ses fréquents changements de politique. De nombreux pays considèrent désormais l'Amérique comme un joker et c'est ce statut qui entraîne un renforcement militaire important. Les nations les plus proches de l'Ukraine s'arment jusqu'aux dents, en particulier celles qui ont une frontière commune avec la Russie ou son partenaire, la Biélorussie. Ceci nous amène à une question évidente. Quels sont les pays qui tentent de se renforcer? Par exemple, l'Estonie. L'Estonie a une longue histoire avec la Russie et est l'un des 3 États baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Ce pays de 1,37 million d'habitants faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Le 20 août 1991, elle est devenue indépendante et l'Union soviétique restante l'a reconnue le mois suivant. L'Estonie était libre.
Elle craint maintenant que si Poutine réussit en Ukraine, la Russie la frappe ensuite. La Russie a longtemps été considérée en Estonie comme un agresseur impérialiste cherchant à reprendre le pays sous Poutine. Les récentes actions de l'Amérique ont servi de signal d'alarme pour le pays à cause de cela. Bien qu'elle ait déjà apporté son soutien à l'Ukraine, l'Estonie est consciente qu'elle doit faire davantage pour se protéger compte tenu des changements parfois quotidiens de la politique américaine. Elle n'est pas encore prête. L'Estonie possède la 107e armée la plus puissante au monde, selon Global Firepower ou GBF, qui évalue chaque année 145 états militaires en utilisant plus de 60 critères. Ce n'est pas surprenant, étant donné le retard qu'ils ont sur la Russie. L'armée de ce petit pays ne compte que 7700 membres actifs, mais elle dispose également de 78 800 réservistes auxquels elle peut faire appel si elle a besoin de 10 000 forces paramilitaires, c'est-à-dire essentiellement des milices et des groupes similaires qui opèrent indépendamment de l'armée principale du pays, mais qui la soutiennent généralement. La minuscule force aérienne estonienne ne compte que 5 avions, principalement des hélicoptères, et un maigre 1685 véhicules militaires, avec seulement 8 navires, 4 navires de guerre anti-mines et 4 patrouilleurs. La marine du pays n'est guère mieux lotie. Néanmoins, elle met tout en œuvre pour se renforcer. Afin d'accueillir le personnel de l'OTAN près de la frontière russe, l'Estonie a établi une base militaire le 17 septembre 2024. Le camp, qui compte 8 salles et peut accueillir 1000 soldats, est un lien essentiel entre l'Estonie et ses alliés de l'OTAN. Selon les plans de défense actuels de l'OTAN, le nouveau camp répond aux besoins de l'Estonie de se préparer à accueillir des amis à une échelle beaucoup plus grande. Selon le ministre de la Défense du pays, Hanno Pevko, la mise en place d'infrastructures de soutiens essentiels, telles que des installations de maintenance et des espaces de stockage d'équipements, fait partie de cette préparation. Bien que cela puisse sembler peu, le camp est une première étape dans le renforcement des liens de l'Estonie avec les alliés dont elle dépendra en cas de conflit avec la Russie, que les États-Unis soient impliqués ou non. En outre, l'Estonie augmente son budget militaire. Elle a l'intention d'allouer 3,4% de son PIB, produit intérieur brut, à la défense en 2025. C'est remarquable, car il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 2% du PIB recommandé par l'OTAN. En outre, l'Estonie renforce ses relations avec la France en soutenant pleinement un plan visant à utiliser la majorité d'un fonds militaire de plusieurs milliards de dollars de l'Union européenne pour des armes européennes plutôt qu'américaines. Kristian Mikai, le Premier ministre estonien, a également soutenu les demandes de Donald Trump visant à ce que les pays de l'OTAN augmentent leur budget de défense de 5% du PIB. Nous connaissons notre ennemi, a fait remarquer Mikai. Nous devons nous efforcer d'atteindre un budget de défense de 5%, tout comme la Pologne, la Lettonie et la Lituanie. Les messages émanant de l'Estonie sont sans ambiguïté. Nous ne pensons plus pouvoir compter sur le soutien des États-Unis et nous pensons que la Russie envisage une invasion, mais cela ne suffira pas. Compte tenu de la taille de l'Estonie par rapport à la Russie, cela ne peut pas être le cas. L'armée estonienne, relativement inférieure, est éclipsée par celle de Moscou. Cependant, si la Russie envahit le pays, elle ne se heurtera pas seulement à une mobilisation militaire estonienne. Même si Poutine prend le contrôle de l'Estonie, des organisations de résistance et paramilitaires sont déjà en train d'émerger dans le pays, prêtes à lui résister. Ingrid Nielsen, une femme de groupe, a été interviewée par ZDF. Elle pense que la Russie représente une menace sérieuse et elle veut rejoindre toute opposition qui émergerait au cas où Poutine déciderait de frapper son pays. En réponse à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, elle a rejoint une organisation de résistance civile en Estonie. Nielsen déclare à ZDF « Lorsqu'il m'a fallu plusieurs mois pour réfléchir à ce qui se passerait si quelque chose de ce genre arrivait en Estonie, car les premières nouvelles ont été si choquantes, mon choix était alors très évident. » Nielsen et d'autres sont inquiets. Elle estime que l'OTAN a changé depuis que Trump est devenu président des États-Unis. Elle affirme qu'au cours des 6 derniers mois, l'OTAN a connu des bouleversements importants. Elle poursuit par une déclaration effrayante. Lorsqu'il y a eu une sorte de choc de la réalité, car ce n'est pas la seule solution. Mais je sais aussi que la volonté des gens de se défendre est très forte, même aux niveaux individuels. La devise de l'armée estonienne est « chaque buisson tire ». Bien que cette attitude et le renforcement de l'armée estonienne montrent que Poutine n'aura pas la partie facile, l'Estonie n'est peut-être pas la menace la plus puissante s'il décide de cibler d'autres pays que l'Ukraine. En outre, la situation de Poutine ne ferait qu'empirer s'il se concentrait sur la Pologne, un autre ancien membre de l'Union soviétique. La Pologne considère la Russie comme un danger potentiel pour sa souveraineté, tout comme l'Estonie, le soi-disant Suwalki Gap, qui est la principale source d'inquiétude. Cette zone de 100 km, nichée le long des frontières de la Pologne et de la Lituanie, est parfois considérée comme l'endroit le plus dangereux de la planète. Pourquoi, en outre, elle est bordée à l'ouest par l'enclave russe de Kaliningrad et à l'est par la Biélorussie, l'un des plus proches amis de Poutine.
Selon Politico, si la Russie et l'OTAN entrent en guerre, le Suwałki Gap serait probablement l'une des premières zones à être touchée par le conflit. Cela signifie que la Pologne est consciente qu'elle doit être prête, et elle l'est. L'armée polonaise s'est régulièrement améliorée au cours des dernières années, devenant l'une des meilleures d'Europe. Elle est désormais le 21e pays le plus puissant du monde en termes de PIB et elle est bien mieux préparée que l'Estonie à faire face à la puissance militaire de la Russie, avec 202 100 soldats actifs. Ont 350 000 réservistes et 50 000 unités paramilitaires. L'armée polonaise dispose actuellement d'un effectif d'un peu plus de 600 000 hommes. Cette armée est suffisamment puissante pour empêcher une invasion pendant des mois, voire des années, le temps que les alliés de la Pologne décident de la marche à suivre, mais elle reste inférieure aux 1,3 million de soldats que la Russie pourrait engager dans une bataille. La Pologne a également investi dans son armée de l'air, qui compte actuellement 479 appareils, dont 44 avions d'attaque et 59 avions de chasse. Elle possède le 7e plus grand nombre d'unités d'artillerie automotrice au monde, avec 614 chars, plus de 23 000 véhicules militaires et 677 unités. Sa marine est également en pleine expansion. Elle possède désormais 62 actifs, dont 26 navires de guerre anti-mines, 2 frégates et 2 corvettes. Tout cela est la conséquence d'importantes dépenses militaires visant à préparer le pays à une invasion russe, et d'autres sont à prévoir. La Pologne a l'intention de consacrer 4,7% de son PIB à la défense d'ici 2025, selon une déclaration faite par le président Andrzej Duda le 5 février. Plus important encore, cela place la Pologne au premier rang des pays de l'OTAN en termes de dépenses de défense par rapport au PIB, qui s'élève à près de 32,5 milliards de dollars. En outre, cela représente une augmentation de 0,6% par rapport aux dépenses de la Pologne en 2024, qui s'élevait à 4,1% du PIB. Lors de l'annonce, Duda a déclaré « Nous avons une base anti-missiles américaine permanente et solide en Pologne et nous continuons à acheter les équipements les plus modernes pour l'armée polonaise. » Selon Euronews, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a reconnu en privé que l'Europe devrait augmenter son budget de défense. Au cours des 10 prochaines années, la Commission européenne estime que le continent devra dépenser au moins 541 milliards de dollars pour l'armée. La Pologne sera responsable d'environ 60% de ces dépenses si elle continue à dépenser pour l'armée au rythme actuel. Une grande partie de cet argent est investie dans le bouclier de lait, comme l'appelle la Pologne. Le bouclier de lait, un réseau de défense frontalière visant à retarder toute approche de forces hostiles, est situé de part et d'autre des frontières que la Pologne et les États baltes partagent avec la Russie et la Biélorussie. Le projet devrait coûter à la Pologne environ 2,55 milliards de dollars au total. La construction devant débuter en novembre 2024. Un réseau complet de fortifications, comprenant des barrières anti-chars telles que des dents de dragon et des tétrapodes, est en cours de construction dans le cadre de l'initiative « Bouclier de lait ». Ces défenses viendront compléter la clôture frontalière de 187 km de long et de 5,5 mètres de haut que la Pologne a érigée en 2022 avec la Biélorussie. Cette clôture avait été construite à l'époque pour empêcher les franchissements non autorisés de la frontière. Elle est désormais idéale pour ralentir les forces terrestres russes, en particulier lorsqu'elle est combinée avec le bouclier de lait. En outre, cette clôture est équipée de capteurs et d'équipements technologiques qui avertissent les autorités polonaises si quelqu'un tente de la franchir, considérez-la comme un système d'alerte précoce d'invasion terrestre. Le signal est émis dès que la Russie tente d'entrer en Pologne. L'armée polonaise a alors la possibilité de préparer et de renforcer ses fortifications pendant que le bouclier de lait ralentit les soldats russes. La Pologne continue de renforcer son armée. Donald Tusk a déclaré le 7 mars que le gouvernement polonais était en train d'élaborer un plan visant à dispenser une formation militaire à tous les hommes adultes polonais. L'opinion de Donald Tusk, selon laquelle la Pologne a besoin d'une armée de 500 000 hommes, réservistes compris, pour contrer la menace russe, est étayée par cette proposition. Dans un discours prononcé devant les chambres basses du Parlement polonais, Donald Tusk a déclaré « Nous essaierons d'avoir un modèle prêt d'ici la fin de l'année afin que chaque homme adulte en Pologne soit formé en cas de guerre, de sorte que cette réserve soit vraiment comparable et adéquate aux menaces potentielles. » De plus, ces plans coïncident avec l'objectif de la Pologne d'augmenter le nombre de soldats actifs de 200 000 à 220 000 d'ici la fin de l'année 2025. L'entraînement militaire obligatoire permettrait d'atteindre l'objectif national de 300 000 militaires en service actif et de fournir les réservistes nécessaires en cas d'invasion russe. En outre, Tusk a soutenu la décision de la Pologne de quitter la Convention d'Ottawa. Cet accord historique interdit l'utilisation de mines terrestres antipersonnelles pendant les hostilités.
Tusk envisage également que la Pologne se retire de la Convention de Dublin, qui interdit les armes à sous-munitions de la même manière. Les motivations de Tusk sont évidentes. Nous devons admettre que ce n'est ni agréable ni gentil. Nous en sommes pleinement conscients, a déclaré le Premier ministre polonais. Le problème, c'est que tout le monde autour de nous, y compris ceux que nous pourrions craindre ou ceux qui sont engagés dans des combats, en possèdent. En d'autres termes, la Pologne devrait combattre le feu par le feu, car la Russie utilise des armes à sous-munitions et des mines antipersonnelles en Ukraine. Ajoutez à cela les tentatives de la Pologne d'obtenir des armes nucléaires, peut être en collaboration avec la France et le Royaume-Uni, et vous obtenez un pays qui renforce ses forces armées en raison d'une menace perçue. Enfin, les citoyens polonais rejoignent des groupes qui existent pour s'opposer à la Russie, un peu comme ce que nous voyons en Estonie. Parmi eux se trouve un historien du nom de Milos Gajewski. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Gajewski a rejoint un groupe de médecins volontaires polonais. Il déclarait à la ZDF. Il s'est déjà rendu plusieurs fois sur les lignes de front du conflit en Ukraine et pense qu'une attaque russe contre la Pologne ou les pays baltes est inévitable. S'adressant à la ZDF, il affirme que les Russes sont irrationnels à un certain point. Leur acte, selon eux, découlant de la nécessité d'étendre leur domination par la violence. Il croit que la violence est ce qui compte et que seul le pouvoir compte. Cette citation clarifie les raisons de l'expansion militaire de la Pologne et de l'Estonie. Ils n'ont aucune envie de se battre, mais ils pensent qu'il n'y a aucune logique à traiter avec Poutine. Les deux pays veulent être prêts au cas où ils seraient contraints de combattre, car ils considèrent le dirigeant russe comme un homme déterminé à établir un empire et en raison des fréquents revirements politiques de l'Amérique, qui pourraient également réduire la menace globale que l'OTAN représente pour Poutine. Tous les pays d'Europe centrale et orientale ne peuvent pas se développer de la même manière. Prenons la Géorgie. ZDF affirme que depuis que Poutine a commencé sa bataille avec ce pays en 2008, la Russie en a pris le contrôle à environ 20%. Elle aborde également le pouvoir qu'un homme du nom de Bidzina Ivashvili possède. Ivashvili est un oligarque et l'un des hommes les plus riches de Géorgie. Il a utilisé son pouvoir pour éloigner la Géorgie de l'Occident. Il crée donc l'environnement idéal pour que Poutine puisse accroître son pouvoir et celui de la Russie dans ce petit pays. En Géorgie, il existe des mouvements de résistance. Une personne qui a créé un café du savoir a été interviewée par la ZDF. Elle voulait créer un espace où les gens pourraient échanger des idées et échapper à la propagande russe qui saturait la Géorgie. L'UZ a contribué à la construction de ce café et a passé des mois à aider les fondateurs du groupe à planifier des événements de collecte de fonds. Depuis lors, le café a fermé. L'UZ n'est plus utile. Quant à la fondatrice, Nana Bagalishvili, elle est actuellement considérée comme l'adversaire de la Géorgie. La Géorgie ne peut pas accroître sa puissance militaire tant que l'influence russe persiste. La Moldavie est dans une situation similaire. La propagande et la corruption sont deux moyens par lesquels la Russie gagne en influence dans le pays. Par exemple, la Russie a commencé à envoyer des individus dans le pays avec de l'argent liquide avant les élections d'octobre 2024. Ces individus avaient jusqu'à 7 500 $ en poche et leur seul but était d'acheter des votes pour les politiciens soutenus par la Russie. La présidente de l'époque, Maia Sandu, briguait un second mandat sur un programme pro-européen et la Russie tentait de la destituer. Lorsque la Russie s'est effondrée, Sandu a été réélue. La Transnistrie, une entité séparatiste officiellement reconnue comme faisant partie de la Moldavie mais de plus en plus influencée par la Russie, compte désormais des milliers de militaires russes stationnés sur son territoire. La Moldavie connaît les mêmes problèmes que la Géorgie en raison de la réduction des fonds de l'UZ par Trump. Par exemple, les équipes moldaves de surveillance des élections sont obligées de renvoyer des travailleurs chez eux en raison d'un manque de financement. Une fois de plus, cela fait de la Moldavie un pays idéal pour que Poutine augmente son pouvoir dans une nation qu'il souhaite dominer. Le contrôle est le secret de l'expansion militaire de l'Europe de l'Est. Des pays comme la Pologne et l'Estonie voient Poutine tel qu'il est réellement. Il croit que le seul but de la Russie est de gagner autant de contrôle sur l'Europe que possible. Le renforcement est le seul moyen de contrer l'ambition de puissance de Poutine et de démontrer à la Russie que l'Europe centrale et orientale ne cédera pas à ses exigences. L'influence russe cause déjà des problèmes à la Géorgie et à la Moldavie. Avec ou sans l'aide des États-Unis, l'Estonie et la Pologne se prépareront car elles ne souhaitent pas subir le même sort. Cependant, que pensez-vous du renforcement militaire en Europe de l'Est? Sera-t-il suffisant pour empêcher Poutine? Si Poutine l'emporte en Ukraine, quel rôle les États-Unis joueront-ils, le cas échéant, s'ils se tournent vers d'autres pays européens? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires.